souci. Mais moi, je l'ai. Voilà. Bonjour. Alors, attends, je regarde si on est bien. Ouais, ouais. Bonjour Florent et bonjour à Abdourahmane. Donc, je suis très content de vous accueillir à cette petite émission de l'association Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde. On a créé plusieurs émissions. Il y en a qui s'appellent Parole de salariés, Parole d'élus, et là, c'est Parole de créateurs. Donc, on va parler un petit peu de vos activités, à la fois d'écrivain, de metteur en scène, et puis on va voir pourquoi, qu'est-ce qui vous a conduit à construire ce spectacle que vous allez présenter la semaine prochaine. Donc, pour ça, ben, écoutez, à qui je passe la parole en premier? Eh bien, bon, je t'en prie, pour le texte, comme ça c'est bien, ça vous aurez une idée du texte et après je parlerai de la mise en Ok. scène. Le texte, il vient d'assez loin. D'abord, je fais toujours un petit lien avec ce que j'ai fait avant, quand même, sur notamment le premier spectacle que Abdourahmane a monté, donc la main tendue, Oui. la main tendue, donc sur les Gilets jaunes. Mhm. Et donc, moi, je suis enseignant et que je ne voulais pas apparaître comme étant monomaniaque des figures de gauche. Donc, c'est une figure de droite. Voilà. Et donc, le personnage central de la foi coloniale, hein, donc voilà, donc c'est donc l'ancien maire de La Rochelle pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans les années qui précèdent, Léon Vieljeux, un personnage intéressant, complexe, parce que il est à la fois donc un héros mort pour la France en déportation et donc un fervent colonisateur, sachant que la foi coloniale, je lui ai piqué le titre, hein, mais c'est lui qui utilise cette expression-là dans un essai qu'il a écrit, hein, ça c'est le titre de son essai, il a écrit en 1927, hein, donc pratiquement il y a 100 ans, où il fait l'apologie des colonisations. Et donc, c'est avec cette idée naïve, on va dire, point d'interrogation, c'est le point d'interrogation que je viens de mettre, mais de cette idée que finalement, il y aurait une mondialisation heureuse dont tout le monde sera bénéficiaire, colonisateur et colonisé. Et en 1927, on va dire qu'il y avait déjà pas mal, plus que des indices, qui dire que ça marche quand même pas très très bien, cette idée-là. Mais lui, il croyait, voilà. Et donc voilà, donc j'ai pu avoir accès quand même à des documents un peu de première main, dont ce texte-là, qui évidemment n'est si facile à trouver. L'essai, il n'a pas été réédité. On peut trouver par la Bibliothèque nationale de France l'autre texte qu'il a écrit, qui est plutôt un journal de voyage de La Rochelle au Cameroun, où il a des propos tout à fait racistes, voilà, mais qui ne sont que des représentations de ce qui se disait à l'époque, qui ne choquait personne. Euh, et donc moi, en termes de transmission, parce que je suis enseignant, ça m'intéresse aussi de voir comment on peut réussir à rendre compte de cette réalité-là sans donner non plus prise à ce qu'on va forcément, notamment pour des gens conservateurs, hein, poliment, vont nous taxer de wokistes, ce mot, on a envie de dire, emprunté aux anglo-saxons et qu'on a tourné comme étant une insulte. Euh, voilà, en disant qu'effectivement, il y aurait une vision très dangereuse à vouloir dire le réel parce qu'on serait dans une sorte de culpabilisation, voilà, donc des Français qui seraient, voilà, toujours à dire mais c'est terrible ce que nous avons fait. Et je dis non, c'est juste la fierté d'une démocratie de dire le réel. C'est déjà tellement difficile de dire le réel. Donc, moi, c'est un truc qui m'intéresse. On pose des choses, il s'est passé ça. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, on associe les deux termes quand on intervient autour de ça, histoire et mémoire. L'histoire, elle doit être la même chose. On s'entend sur ce qui s'est passé. Et puis après ça, la mémoire, comment ces blessures-là peuvent cicatriser ou pas, c'est un sujet de réflexion. Évidemment, derrière, il y a l'idée que c'est plus facile de cicatriser des choses si le passé est vraiment le passé. Ça, c'est aussi une des questions. À un moment, est-ce que la colonisation, c'est derrière nous? Ce qui se passe aujourd'hui, Israël et Palestine, nous fait quand Voire, même douter. voire Voilà. Nouvelle-Calédonie. Et voilà. Dans le débat. Et donc, travailler avec Abdourahmane au-delà de ça, bah oui, moi, ça se voit un peu sur moi, hein. Je suis un peu le Français blanc depuis 50 ans, c'est aussi ce que je dis à chaque fois, donc celui qui passe sur les places. C'est pas tout à fait la même chose pour Abdourahmane, qui a un autre parcours, hein, qui est, voilà, donc, et donc, ben, on se complète bien parce qu'il apporte aussi son regard et puis il me fait bouger. D'accord. Eh bien, merci Florent. Donc,
Comme tu as précisé, c'est la deuxième collaboration après un point B, la fin coloniale, et on retrouve un petit peu des choses qui sont quand même des thèmes de l'écriture de Florent qui sont toujours cette mise en abîme avec une proposition de trois comédiens qui essaie de monter une pièce de théâtre. Et à travers ces trois voies, moi, je perçois dans le texte quand même ce schéma de pensée complètement occidental qui est voilà, autour de thèse et antithèse, synthèse. Mais ce schéma de pensée, elle est en elle-même théâtrale parce qu'elle comporte à chaque fois le dramatique. C'est la rencontre entre thèse et l'antithèse et c'est ça qui est un petit peu très, très dramatique ici pour le théâtre et à travers un texte qui est un texte aussi très riche, très dense au niveau d'information, puisque voilà, l'auteur, à travers ce personnage, il n'essaie pas d'aborder Florent, le côté sensationnel de on peut, parce qu'il y a une déportation, il y a une exécution, il y a tout ça, mais il choisit en fait de l'aborder d'une manière un peu plus étendue dans le temps et avec beaucoup plus de distance. Donc il a choisi cet angle quelque part, cet angle ne pas présenter un spectacle fini, mais un spectacle qui est en montage. Et ce qui soit le spectacle lui-même, en fait, cette structure dit aussi sa volonté de ne pas prendre une décision. Et ça m'a plu dans le texte, ne pas prendre parti de l'un ou l'autre, parce que ce n'est pas la fonction de théâtre pour moi, cette dimension morale ne m'intéresse vraiment pas du tout. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver une pensée complexe et à travers de l'histoire et dire ce qu'il en est. C'est vrai que c'est un monsieur, c'est un héros. Je sais pas s'il y a beaucoup qui réagiront comme ça, comme il a fait lui, à vouloir résister, lutter contre l'envahissement, mais en même temps, lui-même, cette personnalité, elle comporte plusieurs. Lui-même, il peut être, en fait, il peut croire à l'asservissement, mais et d'un même côté, il peut être lumineux et sombre à la fois. Donc, c'est vraiment très, très, très humain. Après, pour la mise en scène, allons tous directement comme ça dans le spectacle. On est avec trois comédiens. Le comédien, c'est un comédien noir le texte propose un comédien noir qui doit jouer ce rôle. Donc, il est en conflit avec lui-même, avec son passé, pour pouvoir présenter ce Léonce Bienvenu qui a colonisé tant de pays africains, etc., qui a participé à la colonisation, on va dire, et tout en allant aussi, en le jouant en même temps. Et donc, à la fin du spectacle, il y a cette question qui reste posée. Le spectacle n'a pas l'ambition de créer une pensée, c'est vraiment exposer l'histoire et les points de vue actuels, nous, notre vision actuellement par rapport à ces questions. Donc, il y a une musicienne avec nous qui est Elisa Rochignac, qui fait de la guitare pour pouvoir rester aussi dans un spectacle vivant. Et il faut aussi goûter, au-delà du plaisir de la pensée, aussi un plaisir plus direct que la musique procure des émotions corporelles et ça amplifie l'action. On travaille aussi sur une incarnation un peu autour d'un mannequin quelque part qui symbolise ce personnage du jeu. Il existe sur scène, il fait partie de ces personnages, même si voilà, il est tout le temps manipulé. Et là, donc, on est heureux de pouvoir présenter cette deuxième sortie de travail au musée d'Aquitaine, à l'auditorium à 18h, mardi prochain, donc le 28 mai. Et c'est tout ouvert, très gratuit, donc tout le monde peut venir. J'espère qu'il y aura plein de monde. Mais si vous voulez, je ne sais pas si on peut regarder. Non. C'est ouvert. C'est ouvert, la salle est grande, donc venez, même si vous êtes nombreux, il y aura toujours de la. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous, parce que c'est pas un lieu neutre, je dirais, présenter une pièce de théâtre dans un musée comme le musée d'Aquitaine. Bon, alors c'est vrai qu'il y a plein d'initiatives, il y a les rencontres de la classe ouvrière, c'est pas du cinéma, il y a d'autres plein d'initiatives en permanence, c'est un lieu très vivant. Qu'est-ce que Ouais. c'est qui vous a amené à Alors moi déjà, il y a quand même un des éléments, c'est que j'ai beaucoup lu autour hein, quand j'écris, voilà, c'est du théâtre documentaire, et notamment la question de l'histoire et de la mémoire qui est centrale dans la pièce. Qu'est-ce qu'on transmet
elle se pose aussi, pour moi, elle est très très proche d'une autre question qui est qu'est-ce qu'on fait de ces œuvres pillées? Nos musées en sont pleins et que si vraiment on devait rendre tout ce qu'on a volé, mais nos musées se vident d'un seul coup. Avec le fait que, évidemment, on ne connaît pas les propriétaires qui se vendent, et que là aussi, c'est une question très complexe, parce qu'il y a des œuvres qui ont été volées, des œuvres qui ont été achetées, mais achetées dans des conditions très inégalitaires, donc une autre forme de vol, on va dire, et puis des œuvres qui ont été vraiment données, mais avec des gens que peut-être les pays donateurs n'assumeraient plus aujourd'hui, parce qu'ils ont été des collaborateurs d'un système. Enfin, toutes les situations existent. Et donc, finalement, cette complexité qui passe par les objets, on la retrouve dans la question mémorielle. Qu'est-ce que je fais d'un texte qui m'embête, qui va à l'encontre de mes idées, ou qui ne prend, voilà, qui vient de quelqu'un que j'aime bien, mais j'aime pas l'idée, ou l'inverse. J'ai une idée, je trouve que cette idée est très bien portée, mais par quelqu'un dont j'assume pas le parcours. Il y a les deux choses. Voilà, il faut tout poser sur la table. Déjà, faire cet acte de poser les choses, c'est très bien. Et donc ça, c'est vrai que l'idée de travailler avec les musées, elle est venue assez tôt. Je veux dire, le texte existait déjà, mais ça paraissait vraiment comme étant une bonne entrée pour aussi toucher les gens qui, qui finalement sont d'abord des gens intéressés plus par l'histoire que par le théâtre. Voilà, donc il y a aussi cette démarche-là. Alors, c'est pas nouveau dans le théâtre. Le théâtre a toujours fait cette démarche de sortir de la boîte noire pour aller vers son public. Euh, c'est pas des festivals, ça peut passer par le plein air, mais ça peut passer par le fait d'aller dans les établissements scolaires. Mais c'est vrai que là, l'angle des musées, j'ai envie de dire aujourd'hui, le musée d'Aquitaine est le premier à nous faire confiance, mais c'est vrai qu'on a cette démarche-là de se dire que ça peut être les médiathèques, mais enfin, les lieux de connaissance, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît porteur, plus encore pour ce projet que pour d'autres. Voilà. Bon, pour moi, c'est pas la première fois. J'ai déjà au musée, on a joué 2019 une pièce qui s'appelle Secret de famille, et qui était une pièce vraiment dramatique, un huis clos entre une mère et son fils qui parlait de un peu la naissance de l'État islamique au Syrie. Et cette pièce, bon, voilà, elle n'a rien à voir avec le musée d'Aquitaine, mais aussi c'était dans le cadre d'un événement que le musée a créé qui s'appelait Syrie Mon Amour, où il y avait un week-end comme ça avec des conférences, des pièces de théâtre, des concerts, des expos. Donc aussi, ça fait partie, je pense, de missions des musées aussi. C'est justement casser un peu ces frontières, ces représentations qui fait que le musée, c'est une vision poussiéreuse autour de ça. Il y a fait que des œuvres qui sont millénaires. Non, un musée qui peut être vivant, il peut être un lieu de pensée, un lieu de traitement de ce, comme il dit Florence, de cet héritage et ne pas seulement l'exposer, mais en fait le passer à travers une intelligence d'écriture, une intelligence de jeu, de traitement artistique, et qui fait qu'on peut encore ramener les gens dans ces espaces qui sont, mais j'ai envie de dire, ils sont pas du tout touristiques. Là maintenant, malheureusement, ils ont cet aspect comme ça, un musée, on voit quand dans une autre ville, il y a des touristes on va au musée, mais moi, j'ai un abonnement annuel, les musées de Bordeaux, et j'adore. Le plus que j'aime beaucoup, c'est les musées de ma ville. Et non pas le musée quand je vais aller en vacances. Je peux aller peut-être à un musée comme ça, mais j'aime bien aller voir les expositions régulièrement dans les musées de ma ville. Donc, et il y a vraiment un vrai succès pour Secret de famille en 2019. Et là, j'espère qu'on va aussi pouvoir capter un peu de monde et comme ça, montrer la pièce avant, en attendant que l'année prochaine, vraiment avoir un lieu de résidence, faire la création finie. Donc pour ça, on a un projet quand même un peu soutenu par la région, puisque l'intérêt pédagogique de ce texte est évident. Donc, on aura une résidence l'année prochaine pour faire. On essaie d'inclure dans ce travail aussi un lycée, le lycée Henri Brul à Libourne. C'est un lycée professionnel à l'idée de construire le décor, puisqu'on a aussi une scénographie. On a une version très épurée qu'on va présenter au musée d'Aquitaine en attendant l'arrivée de vrais scénos qui est construit en bois. Et après, on travaille avec un autre lycée à Bergerac autour des costumes, puisqu'il y a ce travail de reconstitution d'époque, plusieurs scènes. Aussi, par l'électricité aussi. Voilà. Et nous, donc, pour nous, pour le travail de théâtre, quel que soit même
dans un autre projet, j'ai monté l'année dernière, une saison en enfer, un texte d'Arthur Rimbaud, et c'est toujours le levier de l'éducation, de l'enseignement, c'est très important, c'est un soutien pour le théâtre. Donc, souvent, moi, en tant qu'auteur, je rencontre un petit peu des gens dans les salons de livres et je vends mes propres pièces comme ça. Et on commence toujours par cette question, quand est-ce que vous avez vu une pièce la dernière fois? Et là, ils me disent, ben, au collège, au lycée. Donc, en vérité, le théâtre, on l'a quand on est au fait dans cet endroit-là. Et nous, dans la création, on sait que ça nous fait du bien, parce que matériellement, en fait, cet art, pour survivre, il a besoin de cette dimension éducative. Heureusement qu'il a ce soutien. Mais aussi, en même temps, on commence à penser, voilà, quelle est vraiment la liberté réelle du travail artistique s'il va être, en fait, enchaîné à un programme scolaire. Mhm. Donc, tout ça, Et donc, en fait, donc d'abord, dire que ce travail de création a été finaliste d'un prix, voilà, dont ils sont peut-être lundi, là, Mhm. finaliste d'un prix de l'audace qui sélectionne les meilleurs projets pédagogiques. Et c'est vrai que donc les deux se tiennent, je suis bien d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a le volet, le pédagogique a besoin aussi du théâtre, justement parce que, ça c'est quelque chose que je dis souvent en intervention, mais le théâtre et les arts en général ne proposent pas une réponse clé en main. C'est quelque chose de mécanique, c'est-à-dire c'est un espace de liberté. Donc, il pose plein de questions, il ne répond pas. Et donc, à ce moment-là, c'est aux élèves de s'approprier, de se construire leur réponse par rapport à une proposition. Alors que là aussi, c'est mécanique. Un prof qui dit quelque chose, il incarne une norme. Donc, il a une parole descendante dont il est difficile de sortir. Donc là, ça réintroduit l'histoire. Ça réintroduit une forme de liberté dans les échanges. Et donc, ça, c'est fondamental. Et donc là, ce projet-là, effectivement, il s'y prête vraiment, puisque donc il pose plus de questions qu'il n'en résout, on va dire, mais c'est assez assumé avec ce principe de la mise en abîme, effectivement, qui est Abdourahmane. Et le fait d'associer des jeunes aussi, quelque part, dans un processus créatif qui est connexe, j'ai envie de dire, parce que c'est un spectacle professionnel qui se tient en lui-même. Il y a, voilà, l'élève ne voit pas, hein, c'est pas, voilà, c'est un spectacle professionnel, ça. Mais le fait que les élèves soient associés soit sur la question du décor, de l'électricité, voilà, ou ce qui a été le cas là, à créer une exposition photographique sur les lieux mémoriels et que du coup, ils se rendent compte que leur propre ville, elle porte les stigmates de cette histoire-là, c'est quelque chose aussi de très intéressant parce que du coup, ça apprend à ouvrir les yeux, hein, simplement, sur notre ville, se dire, ah oui, y compris notre belle richesse, D'où elle vient. voilà, elle a un passé qui n'est pas simple. Et il ne s'agit pas de tout détruire. Et si je dis ça, c'est aussi ça, c'est-à-dire comme des jeunes, il ne s'agit pas de faire des jeunes déprimés avec un monde qui va se détruire. Enfin, je suis enseignant, donc on essaye quand même d'apporter un peu d'espoir. Et en même temps, ne pas être dans le mensonge. Donc ça passe par des choses tout simples, hein, mais dire, bien sûr, vous avez un téléphone, j'ai un téléphone. Je sais que ce téléphone-là, il est bien possible qu'en bout de chaîne, il y ait des métaux qui soient utilisés et extraits de manière j'ai du mal à assumer. Par contre, je peux déjà réfléchir à ne pas le changer tous les ans et avoir une démarche aussi, voilà, donc une autre démarche de consommation. Me sentir responsable de ce qui se passe et pas dire je m'en lave les mains, c'est pas, voilà. Donc, si déjà ça peut apporter ça, c'est déjà énorme sur un spectacle de théâtre comme ambition. Alors, Voilà. si je dis ça, c'est parce que il a fallu un combat de plus de 20 à 30 ans pour que Bordeaux commence un petit peu à assumer son histoire esclavagiste avant d'assumer son histoire coloniale. Parce que si tu veux, pour moi, c'est bien sûr que ça Mm, marche un peu ensemble, mais pas que. mm. Parce que si tu veux, toute l'exploitation des pays dont Ouais. on récupère une grande partie des richesses qui ont permis justement la naissance, le développement du capitalisme, on voit bien que c'est compliqué. Et moi, je me souviens, il y a 20-30 ans, quand on a commencé à travailler avec Espace Marx sur la question de l'esclavage, ça a été un des premiers colloques qu'on a tenus. C'était extrêmement difficile de trouver y compris des scientifiques, des historiens, si tu veux, qui soient capables d'assumer
est prêt à participer à une réflexion sur Alors, ces questions. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, sur l'aspect musée, il a fallu aussi attendre, après le colloque et après un certain nombre d'initiatives, dont celle de CARPA avec son association et tout ça, pour que enfin le musée se dote d'une salle qui permette d'exposer un petit peu le rôle que a pu jouer la ville de Bordeaux sur les questions de l'esclavage. là, juste une Mais la anecdote, oui. colonisation, par contre, on a loin du compte. Il y a un premier travail qui a été fait, alors il y a le tien, il y a ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire, il y a le travail qu'André a conduit avec le guide du Bordeaux colonial, qui justement permet de revisiter des noms, comme tu le fais d'ailleurs, hein, des noms, des places, et puis d'essayer de rapporter ça un petit peu à ce qu'a été leur place dans cette période-là, y compris Victor Hugo. Tu disais tout à l'heure la contradiction que peut porter un individu dans une période historique donnée. Il faut se rappeler que Victor Hugo, il n'a pas toujours été clair sur cette question de l'esclavage, mais en même temps, il a évolué, il a grandi dans sa vie, il a changé ses engagements politiques, il a changé ses engagements humains et sociaux. Je cite Voltaire aussi, hein, voilà, qui avait des actions dans la Compagnie des Indes et qui, voilà, donc il le texte concernant le nègre du Suriname dans Candide, et c'est lui qu'on garde, mais c'est aussi bien de voir qu'il y a aussi un côté obscur. Et de fait, moi, je ne l'avais pas lu quand j'ai écrit la pièce, mais j'ai lu très récemment le texte de Anne-Marie Gara, qui est donc une autrice décédée assez récemment, Humor noir, où elle parle, elle raconte toute cette histoire avec Artiniello bah, sur sa dénonciation dans les salles consacrées à l'esclavage d'un petit encart, et c'est toute la difficulté d'ailleurs, c'est-à-dire que elle va cristalliser en fait sur un petit insert, un texte maladroit, sa colère de manière assez juste, parce qu'elle est justifiée, c'est-à-dire tous ces trucs qui sont plus profonds que nous-mêmes. Je dis souvent aux élèves, c'est que si le racisme n'était que le problème des racistes, il n'existerait pas. Parce que des gens qui s'assument racistes, ils sont extrêmement faibles dans la société. C'est toutes les choses qui sont tellement ancrées qu'on ne se rend plus compte. Et ça m'arrive. Et alors là, le fait de travailler avec Abdourahmane, moi, ça me nourrit beaucoup, parce que lui, il me met le doigt, il ne me laisse pas faire. Hein, je veux dire, y compris sur la fin du texte. Enfin, je ne sais pas si ça reviendra dans les questions, mais une phrase dérangeante selon la manière dont elle est interprétée, etc., etc. Et que quelque part, oui, moi je peux être dans la bien-pensance, etc., avec toutes mes bonnes intentions, et toujours poser la question, attention, ça je le sais. Par contre, en tant qu'enseignant comme autrice, ce qui compte, c'est quand même la réception. C'est-à-dire que les bonnes intentions, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça donne? Et ça, cette histoire, elle parle aussi de ça. C'est-à-dire que finalement, les réelles intentions du personnage, puisque c'est un personnage historique, Léonce Vielle-Jeu, d'abord deux choses. Je pense qu'elles sont, je les minimise, enfin, je les enjolive un tout petit peu. Je pense que ces bonnes intentions sont moins vraies dans la réalité qu'elles ne le sont dans la pièce. Par contre, ce qui, moi, m'intéressait, c'est justement c'est montrer que ces bonnes intentions, bon, l'en faire pavé de bonnes intentions, et à un moment donné, ça ne dédouane pas. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, il faut son aveuglement historique, alors que plein de gens autour étaient là pour dire. Donc, on ne peut pas se cacher derrière ça. Voilà. Donc, il faut à la fois recontextualiser, le mot à la mode, voilà, etc. D'accord. Mais déjà à l'époque, il y avait pas de personnes, dont le Parti communiste notamment, qui étaient debout contre la colonisation et qui savaient très bien que la violence qu'il y avait derrière. Et que donc, à un moment donné, il faut faire, voilà, il faut tout prendre en compte. Donc, trouver ce truc de dire, bah, l'histoire, elle est ce qu'elle est, il faut faire avec, il faut que nous avancions. Mais c'est là, et là, on peut se retrouver, je pense que les chrétiens vont pouvoir trouver un autre chemin que des militants politiques, et notamment de progressistes, pour dire que, en tout cas, l'histoire a un sens, une direction, et qu'en tous les cas, non, tout n'est pas un éternellement recommencement, un éternel recommencement, parce qu'un éternel recommencement voudrait aussi dire que, du coup, on pourrait dédonner aujourd'hui un pays qui cherche à faire de la colonisation de manière massive, en disant, ah ben, ça s'est toujours fait. Et ça déresponsabilise terriblement. Non, il y a un moment donné, on peut faire autrement. Donc, déresponsabiliser en disant, ça a toujours existé, ça, c'est aussi quand je vois que ça se devient tendu avec des jeunes et qu'on parle de ces sujets-là, je descente les choses. Je dis, voilà, à un moment donné, sur les questions des violences faites aux femmes,
on voit que la société a bougé en très, très peu de temps. Et qu'aujourd'hui, celui qui a un discours masculiniste, il existe et il continue d'être là. Et voilà. Mais on va dire c'est lui qui va se retrouver en situation un peu minoritaire et qui est un peu compliqué pour lui. Et la deuxième chose, c'est que ça, quand même, oui, on peut changer les choses. On peut changer nos manières de voir, nos logiciels de penser. De fait, le théâtre, Après, bon, on va parler aussi, non, mais on va profiter vu que on va à Avignon avec une autre création qui est une saison en enfer d'Arthur Rimbaud. C'est complètement un autre sujet, je suis désolé, mais c'est aussi un travail de la Non. compagnie sur laquelle on a déjà bossé 11 représentations. Et du coup, on a pu avoir un lieu de diffusion à Avignon et sera annoncé comme création à Avignon en 2024. Et c'est une adaptation scénique de ce poème, un poème qui s'appelle Une saison en enfer, qui est écrit en 1873 et qui n'est pas si loin de nos questions quand on voit quand même, c'est un poème écrit euh, un jeune de 17 18 ans quand même, où il se travestit dans un nègre, où il pose un regard vers la société, où à un moment, il s'adresse directement en disant, vous aussi, vous êtes nègre, mais vous savez pas que mais moi, j'étais sauvé alors que vous êtes nègre. Et donc, il y a un jugement vraiment très, très fort sur cette époque. Et là, on va le jouer au Théâtre des Amants, donc qui est une chapelle de pénitence violée, aux Places du Paradis à Avignon. On le jouera de 3 Avignon, de 3 juillet jusqu'au 21. alors, Donc, voilà, voilà, je vais te compléter, mais effectivement, dire à quel point c'est intéressant. Là, c'est le prof de français qui parle aussi, mais qui fait le lien. À quel point c'est difficile, mais en même temps, de dire qu'est-ce qu'on fait? On efface ce texte-là. Aujourd'hui, tiens, on va enlever le gommer, ce que font les Anglais, hein, les Anglo-Saxons. On va enlever le mot nègre qui est dérangeant, le recontextualiser. Mais on voit que déjà, donc au XIXe siècle, on n'est pas au XVIIIe, où le mot est neutre. Il devient progressivement, à partir du XVIIIe, de plus en plus péjoratif. Et que là, il est utilisé par, effectivement, en fait, il est synonyme chez Rimbaud de dominer. En fait. Voilà, c'est le dominer, donc ce terme-là. Et donc là aussi, ça pose ces questions-là. Comment la langue, elle est elle-même pétrie, chargée de clichés, de stéréotypes. C'est pas vrai, elle n'est pas neutre. Vous l'entendez souvent dans les débats, des gens, y compris surtout à l'Académie française, ne changez pas la langue, elle est ce qu'elle est, et le genre masculin, féminin n'a aucune incidence, etc. C'est faux. Je veux dire, on sait très bien que le mot autrice a été effacé de la langue française par l'Académie française, parce que seuls des femmes, seuls des hommes peuvent être auteurs. Donc c'est politique, en fait, à un moment donné. Donc on peut peser encore, on peut changer les choses. Et donc en même temps, il s'agit voilà, de prendre cette histoire, de prendre ce texte tel qu'il est. Il ne s'agit pas de le changer. Et par contre, du coup, il interroge beaucoup. Et bien sûr, enfin, aussi, ça nous fait aussi réfléchir à Rimbaud. Rimbaud, il est au fin du XIXe siècle. À la fois, il est en rejet contre sa société, son époque. Gamin, il n'a pas osé à 16 ans aller carrément sur les barricades. Euh, Lors de la Commune, mais très tenté par le fait de le faire. Et donc, à la fois, il dit qu'il rejette la politique et en même temps, il écrit des poèmes anti-Napoléon III. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il part faire finalement quand il part dans la Corne de l'Afrique, si c'est autre chose que de la colonisation? Il part faire ça et il part faire du trafic d'armes. Et donc, il y a toute cette complexité-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est dérangeant. C'est-à-dire qu'il est dérangeant dans son extrême liberté, mais dont, effectivement, on voit bien, bah, il s'inscrit dans une époque et qu'il va partir, il aura une compagne, on le sait, noire pendant plusieurs années. La question se pose même, et ça c'est très intéressant pour les élèves aussi, de savoir si c'est converti ou non à l'islam. Il n'y a pas de preuve factuelle qu'il ait fait. En tout cas, on sait que par contre, il a lu le Coran et qu'il était très intéressé par la spiritualité, voilà, etc. Euh, et donc, il y a une question de je prends, mais aujourd'hui, voilà, justement, donc le procès en wokisme est une manière de rejeter tout en fait ce qui est toute cette complexité. Or, elle est très, très riche, cette complexité. Et aujourd'hui, c'est aussi un des sujets intéressants, c'est-à-dire que moi, auquel je me confronte en tant qu'enseignant, en tant qu'artiste, mais des questions de l'autocensure et de la censure. C'est-à-dire qu'à la fois, je me sens une responsabilité d'auteur et de prof. Hein, on fait attention à ce qu'on dit. Et en même temps, il faut dire. Il faut dire. C'est-à-dire que si je ne dis pas parce que je crains de déplaire,
c'est une bataille perdue. Voilà. Et là, le fait de le faire par l'art, c'est une manière justement de redire, voilà, je vous pose ça, mais vous allez vous en saisir. Ça va vous déranger, mais il faut accepter d'être dérangé. Et l'art est là pour nous bousculer. S'il ne nous bouscule pas, c'est de la décoration, c'est pas de l'art. D'accord. C'est un peu une mise à distance aussi. C'est-à-dire, ça permet justement de s'approprier une réalité qui peut être difficile à assimiler ou à comprendre ou à accepter. Et le fait de passer par la forme artistique, c'est quand même une distanciation et un détour par rapport au réel et qui permet après d'y revenir en fonction du travail qu'on fait avec. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est un besoin organique. Tout à fait, non, mais ça, C'est comme on a absolument. besoin de manger, ces besoins basiques aussi. On a besoin de nourrir son imaginaire Absolument. et pouvoir retrouver ces questions, mais traitées par une autre intelligence, par quelqu'un d'autre, et du coup, à laquelle on peut s'identifier, ce processus qui est toujours aussi constructeur. Comme puis, moi, ma pensée, elle existe puisque je m'identifie à un texte, par exemple, que Florent peut écrire, ou d'autres auteurs, même à 150 ans en arrière. Et Mhm. du coup, ça me donne envie de mettre ça en scène et de travailler. Je pense que le besoin de l'art est essentiel pour vivre, et quel que soit, je ne dénigre aucun genre d'art, même ceux voilà, qui vont aller au théâtre pour voir des pièces légères aussi, c'est très bien, parce que c'est ça qui leur donne aussi quelque chose qui leur manque dans leur propre vie. Et donc, j'ai pas l'impression. Mais voilà, je suis juste un petit peu euh, je trouve qu'on ne donne pas assez de place au théâtre. On est devenu vraiment, ce que je disais, on disait tout à l'heure sur l'individuation, l'individualisme. Chacun sur son petit écran, il regarde le monde comme ça lui va lui. Et il n'y a plus voilà, de lieux communs où on peut réfléchir tous ensemble. Et malheureusement, le théâtre, on le sait c'est un art très mineur et très menacé de disparition. Alors, je ne sais pas s'il est mineur, mais ce qui est sûr, si tu veux, c'est que c'est pas un art dans lequel on pénètre, je dirais, au niveau de la pratique, hein, Oui, c'est ça. qu'on pénètre aussi facilement que ça. Tu Mm. vois, moi, j'ai mis des années, parce que c'était pas dans ma culture personnelle, familiale, avant de découvrir, si tu veux, ce que c'était cette forme de confrontation, de découverte, de passage de messages. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Et c'est vrai que la place de c'est l'école l'école, qui, c'est l'école qui est c'est importante. pas le théâtre qui Ouais, donne l'image ouais, du théâtre, c'est l'école qui donne l'image du théâtre. absolument, Et absolument. elle se construit là. C'est-à-dire que le rideau rouge et Molière, etc. Alors, moi, j'avais un petit article là-dessus, mais c'est vrai que les programmes scolaires, tout qui peut changer. Mais à une époque, on pouvait faire, à l'exception de la classe de troisième, faire du Molière tous les ans. Il ne faut pas s'étonner que des élèves pensent que c'est Molière qui invente le théâtre. Parce que, effectivement, donc c'est très bien, c'est du chant Molière. Mais c'est Molière dans une histoire plus globale. Et si Molière est une manière de ne pas parler d'auteur qui dérangerait parce qu'il parle du monde d'aujourd'hui, je ne dis pas que Molière ne résonne pas aujourd'hui, mais toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi des gens vivants et qui font aussi un artisanat. C'est un art, mais un artisanat aussi. C'est ce côté. D'abord, c'est un travail collectif, c'est aussi un peu particulier. Je confie mon texte à un metteur en scène qui s'en saisit et qui me dérange parce qu'il déjà se le réapproprie et il en fait quelque chose qui n'est pas tout à fait mon objet, mais qui est mon objet. Voilà, je me retrouve. Mais voilà, donc cette fidélité, mais forcément, il rajoute une couche. C'est justement ce que j'aime, c'est-à-dire qu'en fait, il n'enlève pas ce que j'ai. Par contre, il ajoute sa propre coloration. Et je sais que le spectateur va faire ce propre chemin de prendre ce qui lui est donné et de rajouter son propre ressenti, etc. Et c'est là où, effectivement, il est irremplaçable dans les écoles. Par contre, il ne faut pas qu'il se limite aux écoles. Qu'il soit dans tous les lieux de culture, c'est très bien. Il doit être aussi hors des lieux de culture, c'est-à-dire aller vers le public, hein, des choses comme ça, et c'est très bien aussi. Euh, Après ça, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, un débat voilà, de société, de politique. Comment faire effectivement que cet art, alors, quasiment en voie de disparition,
C'est-à-dire qu'en fait, surtout, effectivement, il est écrasé, il existera toujours, mais du coup, il est élitiste à son corps défendant. C'est-à-dire que la frange irréductible de gens qui continuent d'aller au théâtre, c'est un peu toujours la même. Et c'est là où c'est très, très difficile, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas dans ce côté-là. Donc, voilà. Et vous faites partie un peu de la nouvelle génération. Moi, j'ai connu la génération précédente avec des gens comme Jean-Pierre Bertrand, comme Bergen, beaucoup d'autres, mais qui, et tout cela, évidemment, aujourd'hui, ils sont soit retraités un peu comme moi, et en capacité éventuellement de poursuivre leurs activités de mise en scène et tout ça, mais ils ont représenté quelque chose d'important. Il y a eu une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de groupes de théâtre sur Bordeaux, et il me semble que, alors peut-être que j'y fais moins attention, Vincent Taconnet, qui est un grand amateur de théâtre, en sait beaucoup plus que moi là-dessus et sur sa réalité d'aujourd'hui. Et vous, comment vous vivez les choses par rapport à Alors, ça? juste, effectivement, il y a eu une sorte d'appel d'air formidable, il faut dire aussi, historiquement, à un moment donné, les politiques, c'est les choses qu'elles sont. Hein. Aujourd'hui, il apparaît comme étant un vieux beau, mais il faut le dire, Monsieur Jacques Lang, ça a été énorme ce qui s'est passé au début des années 80. À un moment donné, alors les années 80 n'auraient pas existé sans mai 68, il faut aussi dire les choses, mais donc il s'est passé dans la culture à un moment donné quelque chose qui était formidable. Après ça, il s'est posé aussi cette question qui se pose au niveau de l'humain toujours, d'une forme d'institutionnalisation de ces gens qui bousculaient les représentations. Ça s'est institutionnalisé et du coup, bah, comment faire de la place alors que le public, lui, n'augmentait pas ou pas en proportion comme on aurait voulu, des gens qui vieillissent progressivement et qui, effectivement, ont du mal à faire de la place à des nouveaux. Et comment on fait de la place à des nouveaux sans forcément chasser les anciens qui font un superbe boulot, ça, c'est une vraie difficulté, je veux dire, pour les institutions objectives, pour les DRAC, pour les, etc. C'est surtout avec des enveloppes qui sont effectivement assez contraintes, mais aussi un public qui, lui, n'est pas en expansion. Et donc, c'est pour ça qu'après ça, sur les propositions, je sais aussi, moi, je me pose aussi la question en tant que prof, hein, c'est-à-dire que euh, des propositions expérimentales, il faut absolument qu'elles puissent exister, il faut leur donner ça. Mais je sais aussi, je reviens sur ce que tu disais, je sais qu'il y a une demande de Molière, mais il faut aussi qu'il y ait un Molière, etc. Et après ça, ne pas être toujours aussi, c'est une chose compliquée, hein, qui avait eu aussi un peu la peau du festival Nomart à l'époque, d'être dans la provocation, qui est une provocation des années 70, se s'user quelque part. Il faut bouger les lignes, et voilà, et c'est ce que je revendique. Mais le faire par. Moi, je souhaite que mes spectacles soient visibles par des jeunes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, poser des questions politiques au sens le plus noble du terme et le plus large du terme, c'est la meilleure des provocations. Ça, le metteur en scène peut avoir envie de transgression aussi, je comprends très bien. Mais le rapport au corps, c'est évidemment une question au théâtre qui est fondamentale. Mais il faut qu'il y ait du sens. C'est aussi ce truc, c'est-à-dire que la provocation pour la provocation, pour moi, elle relève de l'adolescent, justement. Qui provoque pour provoquer, c'est juste pour voir où est la règle, et c'est un processus. Mais moi, je cherche, en tant que spectateur, comme en tant qu'artiste, à dire, voilà, j'ai quelque chose à poser sur la table, et dont je ne sais parfois pas quoi faire. Ce n'est pas un prêt à penser, mais j'ai besoin de ce retour et de cette confrontation avec des sujets qui heurtent. Donc, des sujets, si le sujet est problématique, donc c'est un bon sujet. Le sujet qui est problématique, euh, c'est vrai qu'il je parlais aussi du travail d'Abdelrahman, hein, dans cette pièce de théâtre, il a écrit une pièce de théâtre, Le visage aux 40 répliques, où il parle d'un féminicide, enfin d'un père qui va tuer sa fille parce qu'elle est partie avec un homme d'une autre religion en Syrie. Ça résonne dans notre société actuelle, donc effectivement la tragédie est emphatique. Mais en fait, ça pose des représentations quand même en disant c'est pas que chez les autres non plus. Voilà, cette violence-là, dire la violence du monde, c'est quelque chose qui existe. C'est une expression qui est utilisée, traduite de l'anglais, mais le théâtre point dans la gueule, ça dit quelque chose. Voilà, un théâtre qui doit nous déranger. Et surtout, il faut qu'il trouve pour moi une place à côté de cette ombre écrasante du cinéma
image, quoi, avec ces budgets exorbitants de millions d'euros pour faire des films. Bien sûr qu'on n'est plus dans, on est sur un imaginaire très, très riche, très construit, avec tous les moyens de l'intelligence artificielle et tout ça. Donc, le théâtre, maintenant, peut sembler à côté de ça vraiment minime au niveau de moyens de création, d'expression artistique. Après, ce qu'il reste en fait au théâtre que le cinéma ou qu'un visuel peut lui prendre, Mhm. c'est l'éphémère. C'est justement son défaut. C'est un film, il est construit, il est dans la boîte, il restera, c'est éternel. À chaque fois, on va le regarder. Une pièce de théâtre, non, c'est éphémère. Et justement, je pense que c'est ça sa force, qui réside dans, dans son point faible et son point fort aussi. C'est qu'il est éphémère, il est volatile, il ne peut ne pas exister. Tout d'un coup, et il dépend des circuits financiers très, très limités par rapport à. Donc, si on parle de ce qu'on a besoin comme une création d'une pièce de théâtre, comme la Foire coloniale, si on enlève les salaires des comédiens, eh ben, on a peut-être quelques centaines d'euros pour acheter mais c'est le salaire, en fait, c'est le salaire des comédiens, c'est le coût humain qui est le plus cher. Mhm. Mais quand même, on est dans des tarifs syndicaux qui ne sont pas excessifs. C'est considéré comme on donne aux comédiens un cachet à chaque fois. Par contre, ça représente beaucoup de travail avant d'arriver jusqu'à là. Et des fois, s'il n'y a pas le soutien financier des institutions, euh, on peut pas aller jusqu'au bout. Et en même temps, ces institutions elles-mêmes, elles sont complices avec une pensée dominante. Donc, là, par exemple, pour la foi coloniale, on a le soutien de la région, mais on a été, par exemple, demander le soutien d'autres institutions. On nous a dit, ben non, vous n'avez pas une production très forte. Mais si j'aurais été une production très forte, j'aurais pas eu besoin de soutien. Ben, vous soutenez qui? Donc, voilà, c'est des fois des institutions comme ça où on se demande c'est quoi les critères. Et ce sont des institutions qui doivent aider la création artistique, mais on va attribuer en fait les enveloppes à des pensées, et ça fausse même la démarche Mhm. Sont artistique. dominantes, Mhm. effectivement. Oui, Ça se oui, retrouve, oui. ça aussi, voilà, c'est même des très beaux combats deviennent des combats qui, finalement, dans les programmes scolaires, sont surdimensionnés parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il y a une demande, etc. Donc là aussi, c'est Et une chose là, qui l'art, il m'intéresse perd complètement vraiment. ce côté cursif parce qu'avant, en fait, il faut savoir que quand même les grandes arts artistiques, c'était à la base des œuvres qui choquaient Mhm. et qui mettaient en question la pensée d'une époque, le regard d'une époque et qui ouvraient la porte vers de nouvelles pensées. Alors là, maintenant, si on va demander des œuvres qui sont déjà comme préfabriquées et Mhm. qui rentrent dans une pensée et qu'on peut mettre dans une case, là, c'est féminisme. Là, c'est pour les droits des personnes à mobilité réduite. Là, c'est pour le droit des réfugiés. Là, je vais donner pour ça. Mais on n'y est plus dans une création Là, on artistique, crée un une produit vision et on générale. perd voilà. Voilà, c'est un produit. Et malheureusement, on est aussi dans le travail artistique toujours affronté à ces questions. Est-ce que je vais pouvoir payer des répétitions pour mes comédiens? Est-ce que je dois faire rentrer ma pensée dans un moule comme ça pour que je puisse la présenter après à un tel financeur public? Les chercheurs sont confrontés à la même situation, Oui. dans le concret, c'est-à-dire qu'ils passent Hmm. plus de temps à justifier leur Le, demande de subvention, si tu veux, qu'à l'enquête dans développer leur leur vrai travail de travail. recherche. Mais c'est passionnant, hein, ce que tu évoques. Justement, est-ce que tu peux... Comment vous arrivez à survivre, en fait? Je dirais, comment vous arrivez, malgré tout, parce que bon, Florent, ça va, Il lui, y a un il salaire. a son métier principal, Oui. donc ça lui permet, si tu veux, une Hmm. certaine sécurité qui lui permet d'investir la Oui. dimension artistique, créatrice, en plus. C'est vrai. Oui. Et toi, Oui. comment tu fais? Moi aussi, je suis auteur, donc j'ai quelques publications D'accord, d'accord. qui, des fois, me donnent en fait l'occasion de participer à des salons, Ok. faire des lectures. Donc, je suis artiste-auteur de métier, je suis pas, Mhm. j'ai pas c'est un statut complètement inutile qui ne donne droit à rien. Mais oui, on l'a dit, rien, mais c'est un Le statut, statut d'intermittent, on dirait. voilà. C'est quand même une base de sécurité ou pas? Ben, Non, ça, c'est une base de sécurité, mais moi, je tu ne l'ai pas. l'utilises pas. Moi, D'accord. je l'ai pas, puisqu'en Ok, fait, moi, je suis plus, j'ai deux profils, donc un ok. profil plus d'auteur Auteur.
que D'accord, metteur en d'accord, scène. d'accord, d'accord. Et quelque part, on va dire, ben, des fois, j'arrive à me faire quand même payer au cachet, etc. Mhm. Mais je peux dire que je fais vraiment la variable d'ajustement par rapport à un projet. C'est-à-dire que je ne me fais pas payer, mais ce que je suis dans une logique de production, de travail d'une pièce de théâtre. Donc, surtout pour moi, c'est pouvoir payer les comédiens. Mais après, il faut savoir, ces comédiens, ils sont très, très passionnés. Il y en a qui travaillent vraiment des mois gratuitement, sachant que plus tard, en fait, le projet va être intégré dans une programmation du théâtre. Il y aura un guichet et il y aura, et ça, je m'engage à chaque fois. C'est pour ça, en fait, on a la confiance du comédien, parce qu'il y a le qualité artistique du comédien, mais aussi lui-même, il a besoin de vivre, il a besoin de cacher. Du coup, il faut à chaque fois le payer à sa juste valeur, et même la plupart du temps, on le paye inférieurement à ce qu'il Mhm. mérite, parce que Mhm. c'est pas tout le temps. Parfois, on a ces subventions et on arrive à payer des résidences de travail. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais en fait, la machine, elle est tellement bureaucratique, c'est-à-dire il faut poser la demande de subvention cette année sur une idée que vous allez faire l'année suivante et peut-être qu'on va vous donner 2026 un lieu. Mais moi, en 2026, peut-être je ne ça. Mhm. Donc, c'est quoi ce que j'attends, moi, avec ce texte, en disant, tiens, ben, 2026, peut-être je vais avoir de l'argent et puis je vais pouvoir le monter. Mais ça fausse toute la relation avec la création qui est basée sur l'urgence, quelque part. C'est parce qu'on a envie de faire ça là, là, maintenant, à cet instant même. Ça nous donne l'énergie d'aller chercher des comédiens, chercher des lieux, répéter. Et là, maintenant, le collectif Estragon, on existe depuis une dizaine d'années. Et donc, maintenant, on a des lieux de répétition ou d'accès sont des lieux de l'ancien caisse de dépôt à D'accord. bord de lac. Donc, il y a des espaces de répétition. Donc, maintenant, depuis un an à peu près, on a vraiment au moins ce souci de moins. On sait qu'on a toujours le lieu pour répéter, mais à côté, on est toujours ben, en train de travailler nous-mêmes. Donc, moi, ben, je passe le balai, je fais la diffusion, je réponds à des mails, je fais Ah, tout. Et en même temps, je fais la mise en c'est scène. là où j'utilisais le terme d'artisanat, mais tu as utilisé le terme d'urgence que je trouve aussi voilà, très juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette question de. Et c'est là où c'est le piège, c'est-à-dire que c'est à la fois une passion et un métier. Et j'ai envie de dire que les forces voilà, les libérales disent que bon, puisque vous êtes prêts à bosser gratuitement, continuez comme ça. Et donc, et voilà. Et en même temps, cette question de l'urgence, oui, on le fera de toute façon. Et on refusera voilà, de céder quelque part et de renoncer à nos passions. Malgré tout, c'est vrai que cette question de la liberté, ne pas tomber dans un truc de répondre à un appel d'offres et à des attentes, c'est important que l'artiste garde cette liberté-là parce que c'est de là que vont émerger des choses qui plus tard resteront comme des points voilà, de basculement. Et plus tard, on se souviendra, tiens, il s'est passé un truc à ce moment-là. Je veux dire, Voltaire croyait qu'on se souviendrait de lui grâce à son théâtre et peut-être à sa philosophie. Et c'est de temps en temps qu'il faisait, ah, j'ai fait un conte philosophique, c'est marrant, j'invente un truc. Et on garde ces contes philosophiques comme beaucoup plus innovants que ce que lui croyait être son travail important de philosophe, voire d'auteur de tragédie, qu'on a complètement oublié aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été de ce côté-là particulièrement innovant et inventif, quoi. Il ne fait que du Racine 50 ans après, autant faire du Racine. Voilà. Et étudier Racine. Donc voilà, donc aller où on ne l'attend pas, mais surtout voilà, être dans ce travail de confiance. Voilà, c'est une association, donc ça reste dans un modèle économique comme la majorité des compagnies de théâtre sont des associations, ce qui fait que quelque part au niveau fiscal, on a des privilèges, des avantages associatifs, mais Mhm. si on ne travaille pas, ben, on ne paye pas de charges. Et quand on arrive, et de fait de produire plusieurs pièces avant, et puis de jouer dans plusieurs scènes, ça fait aussi qu'on a une diffusion qui commence un petit peu à être conséquente. Donc, on sait si on va faire quelque chose, on va pouvoir le jouer devant le public et du coup avoir un guichet, du coup pouvoir payer les artistes et garder un peu de sous aussi dans l'association pour les futures créations. Donc, c'est ça qui permet, j'adore loi 1901 et l'association, c'est qui permet le Mhm. cadre vraiment et même c'est 20%, je pense, de la masse salariale en France, ce sont des emplois associatifs. Donc, D'accord. ça prouve que, et en même temps, on n'est pas dans le cas d'entreprise. Et Mhm.
Voilà, l'entreprise, c'est basé sur une philosophie, sur un l'enrichissement d'une personne, sur une production aveugle et qui doit continuer et qui doit se répondre. Et des fois, c'est complètement ubuesque de penser qu'on a inventé des ampoules qui marchaient beaucoup et on a amené des ingénieurs pour savoir comment on inventait non plus qui qui tomberait brille en tous les panne. 6 mois. L'obsolescence programmée, voilà. Donc, c'est cette activité humaine, est-ce que elle s'alimente par elle-même comme une raison ou bien il faut la faire entrer dans une pensée, il ne faut pas faire juste pour faire, puisque finalement, en fait, on est capable d'anéantir toute la vie autour de nous, puisqu'on est, on est tellement nombreux, on est des milliards. Donc, si chacun se met à faire des petites actions qui sont irrationnelles et il fait une toute petite illusion, mais la somme, ça va être l'anéantissement de tous. Et donc, je trouve que le cadre de l'associatif permet une réflexion, une lenteur, où on n'est pas pressé, on est là pour défendre en fait une manière de travailler, de penser, de se lier aussi, parce que l'art, c'est faire des liens aussi. Et c'est ça que je trouve, voilà, hein, si on va parler en comparaison avec les arts visuels des cinémas, ça crée des liens qu'avec les gens qui font le film. Après, même nous, en allant au cinéma, on n'a pas des liens entre nous, on paye notre place, on regarde et puis on sort. Alors, une pièce de théâtre, non, c'est un créateur de lien direct avec le spectateur et l'acteur. Et même s'ils vont pas, ils vont à aucun moment, en fait, discuter de ce qui était le résultat, mais ils ont effectivement partagé la respiration le temps de cette pièce de théâtre et ils le garderont chacun dans sa vision. L'acteur, pour lui, ça sera un moment et pour le spectateur, ça sera un moment égal aussi, une tranche de sa vie égale. Tous les deux, et de là, ils peuvent se retrouver dans ce qu'on fait, ce que j'appelle la création de liens, c'est se retrouver à avoir partagé une tranche de vie égale. Et c'est ça qui est le plus beau dans les arts vivants et qui garantit aussi, puisqu'on a besoin de cette nourriture spirituelle. Donc, le théâtre est venu de cérémonies religieuses parce qu'il a cette capacité à crier de créer du mystique dans notre vie et à nourrir aussi spirituellement, quel que soit le texte, même au service le texte du boulevard, le texte, on a toujours cette cérémonie, ce rassemblement et ce partage d'émotions. Comment vous êtes rencontrés là tous les deux? Sur le salon du livre de Bordeaux, là, Ah, donc, oui, à d'accord. l'escale du livre, effectivement, on s'est d'abord rencontrés effectivement en tant qu'auteur. Hein. Je ne savais pas D'accord, qu'Abdul d'accord. Rahman mettait en scène aussi, et je lui ai donné le texte que je venais à peine de terminer. Hein. L'encre était encore chaude dessus. Et en fait, il l'a lu très vite. Il m'a dit, ben, on peut bien le D'accord. monter. Donc ça s'est fait comme ça. Et Et puis après, vous le, avez une rencontre d'écrivains aussi. voilà. Vous Et avez puis connu des ensuite, choses ensemble. On a écrit voilà. ensemble. Et ça, c'est voilà, ça c'est ensuite, c'est pendant le confinement et la mort de Samuel Paty. Voilà, là, un contexte particulier où effectivement tous les projets étaient annulés dans les établissements scolaires et je lui ai proposé avec sa culture et ses origines de venir parler à nos jeunes et les riches. Donc ça aussi, effectivement, islam et laïcité, il y a un vrai sujet sur lequel on continue d'intervenir. D'ailleurs, on a intervenu au mois de janvier à l'université d'Agen, dans ce cadre-là, autour de ce texte-là et dans un établissement scolaire aussi. Parce que là encore, on évite la pensée descendante et puis même le fait qu'on soit deux, ça crée quelque chose de mécanique, c'est qu'on n'est pas forcément toujours d'accord et en phase. Et donc, ça évite qu'ils disent, ah oui, on voit, vous voulez nous imposer ce truc-là. Et non, parce qu'ils voient que ça tiraille un peu, qu'on n'est pas d'accord, et qu'en même temps, il faut qu'on arrive à avancer ensemble avec nos différences, nos regards, nos histoires différentes. Et c'est aussi, voilà, donc c'est évidemment le message qu'on peut vouloir passer, c'est et l'art permet ça, il fait du bien, justement. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, le spectacle ne se termine pas quand la lumière sera allumée. Voilà. Donc ça rend au sens dans la vie. Je suis venu avec un état, une vie, une émotion particulière et je ressors avec une autre perspective, une autre ouverture et ça va continuer. Merci. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot ou deux? Enfin, moi, je suis très content de vous avoir rencontré. Merci. On se connaît. Abdou, Voilà. je te connaissais, mais de nom. Mais
Et ça nous a permis là, d'échanger un petit peu sur votre vécu. Un Merci dernier petit rappel. Vas-y, Alors, vas-y. donc, Voilà. le mardi 28 mai, la semaine prochaine, au musée d'Aquitaine, à l'auditorium à 18h, la fois coloniale. Et pour Avignon. cet été, pour Avignon. ceux qui se rendent à Avignon, venez au Théâtre des Amants à 13h15 tous les jours de 3 au 21 juillet et il y aura une saison en enfer, l'adaptation cinéma. Super, Merci. merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est justement sur votre participation